Vous avez les paroles sous les yeux, Capucine. Oui, donc je lis Think I lose my mind if I don't find something to pacify. Can you help me occupy my brain? Vous avez quoi dans la tête quand vous avez ça dans les oreilles, Simon Johannin? Ouais, je sais pas. Au contraire, je crois que ça me vide un petit peu, quoi. J'ai pas grand chose que ce que j'entends et ouais, ça me fait une petite bande sonore qui me donne de l'énergie quand j'en manque. Et Nino, dans votre roman, il a ça à un moment donné dans les oreilles? Ouais, je me souviens même plus exactement à quel moment. Mais effectivement, il y a peu de références culturelles et musicales, mais ouais, c'est une des seules avec Le Seigneur des Anneaux, je crois. Pourtant, c'est pas sa génération complètement. Ouais. Mais après, il suffit de pas grand chose pour tomber sur un morceau et le prendre pour soi. Trouver un iPod dans la rue ou dans la poche de quelqu'un, plutôt pour Nino, ça se passerait comme ça. Et il suffit de, voilà, ça peut être une manière de se faire un peu de culture. Je voudrais écrire. Je voudrais parler du rapport que je vis. J'arrive pas à former une phrase. Je pense. J'ai perdu l'habitude d'écrire. Je rencontre des mots qui ne me servent plus. Je les ressens comme une contrainte. Il y a 2 ans, j'avais encore des ambitions. Je cherchais un travail durable, qui aurait pu me donner des satisfactions et une reconnaissance par les autres. Je négligeais le rapport. Peu à peu, toutes mes ambitions se sont écroulées. Je n'ai plus de but dans ma vie. Je la remplis par un tas d'activités différentes qui me plaisent. Mes journées sont pleines et vides en même temps. Il y a des mondes différents autour de moi qui ne se touchent pas. Il est 23h et la langue permet l'avenir. Il n'y a pas beaucoup d'avenir disponible. Il ne faut pas le laisser filer. Il s'attrape avec des mots. Nous sommes un 5 janvier, un début à nouveau. On a une vie à vivre et on ne va pas la brader. Capucine et Simon Johannin ont écrit un roman à 4 mains. Nino dans la nuit. L'avenir, il le gratte petit à petit avec l'écriture, avec le style, avec du désir dans les mains de Nino. Nino, 19 ans, est à Paris sans argent. Nino en est déjà à la 2e chance dans la vie. Nino dit à son amoureuse « Je veux tout offrir même s'il faut tout voler ». La Légion, ça n'a pas marché. Il fait partie d'une génération dont la plus grande capitulation est de devoir répondre à des ordres en disant « compris » alors que ce n'est pas compris du tout. Ce n'est pas compris le fait de se mettre à exécuter sans poser de questions, le fait de ne pas penser, le fait de devenir un robot, de se retrouver à scanner des produits la nuit dans un supermarché. Nino s'appelle Nino Paradis et donc il rêve de plus. Les paradis seront artificiels tant que la joie est impossible dans le réel. Il fait partie d'une génération liée à une angoisse bien particulière qui parle des attentats et de l'argent qui n'est pas là, qui a l'impression de corriger une erreur quand il doit voler pour manger. Il fait partie de ceux qui finissent devant un yaourt présucré par se demander ce qu'ils font là. Il y a beaucoup d'erreurs à corriger dans ces vies-là, quand la ville te tombe dessus, quand tu es un fragile. Le groupe Catastrophe a lui aussi adressé ces mots aux nuits. Ils ont occupé aussi la nuit comme lieu collectif pour penser et pour écrire ensemble. On vient juste de s'échouer, mais on va devoir se construire des mots solides pour élargir l'avenir disponible. Il y aura donc Capucine et Simon Johannin. Leur roman Nino dans la nuit vient de sortir le 3 janvier aux éditions Alia. À la musique, il y aura Catastrophe avec Pierre Jouan, Arthur Navlou, Mathilde Orchild et Blandine Rinkel. Un nouveau morceau, Nuggets, vient de sortir et la réédition de l'album La nuit est encore jeune est disponible. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par la voix de Pasolini. Je représente dans mon film des personnages qui sont anormaux, c'est-à-dire scandaleux. Mais je représente aussi les personnages normaux.
Dans Porcherie, les personnages anormaux sont des jeunes hommes. Le premier, Pierre Clémenti, qui mange de la chair humaine, et les autres, Jean-Pierre Léaud, qui aiment les porcs. Mais il y a aussi les autorités, les hommes de pouvoir, les pères, la mère, etc., qui sont tous des gens normaux. Je cherche toujours des cas limites, parce que ma psychologie, c'est une psychologie dramatique. Je ne vis jamais dans une façon moyenne. Je trouve toujours aussi dans ma vie que la nature n'est pas naturelle. Et alors peut-être dans mon film, il n'y a pas le côté moyen des choses. Il y a toujours des choses extrêmes. Toujours il y a des cas limites qui sont les cas plus tragiques. Comme de toute façon dans les tragédies grecques. Mais tous les personnages des tragédies sont des cas d'exception. Et alors mon film vont être des tragédies modernes bien sûr, c'est-à-dire avec un côté humoristique ou comique. Qu'est-ce que vous devez à Pasolini, Simon Joannin? Parce que vous en parlez souvent. Est-ce que c'est ce goût de la tragédie? Non, tout simplement, c'est plus simple que ça. C'est un conseil de lecture qu'on m'a fait quand j'étais étudiant et que j'écrivais L'été des charognes. On m'a conseillé de lire les Ragazzi, Une vie violente. Et ça s'est très bien passé, quoi. Et il faut dire que je suis souvent d'accord avec lui, en fait. Et je pense maintenant, d'écouter des choses comme ça et de se replonger dans ces textes, ça permet de faire tomber aussi pas mal d'autocensure, de se dire qu'il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait avant et qu'on est dans une époque qui a tendance à s'aseptiser, alors que ça va, il y a des choses qui ont été faites, quoi. Et vous parliez de L'été des charognes, qui était votre premier roman, Simon Joannin. C'est pas rien de se dire qu'on va écrire à deux, cette fois-ci. Votre monde commun, comment il s'est construit? Je crois que L'été des charognes, c'était aussi en dialogue avec des photos de Capucine. Comment à ce moment-là déjà le dialogue il existait entre vous? Je sais pas si ouais. Vas-y. Ça fait après 7 ans qu'on est ensemble, on a toujours travaillé ensemble, on a fait que ce soit des courts-métrages, là l'écriture c'est nouveau, enfin surtout pour moi, mais ouais. C'est pas très conscient, c'est comme ça se fait de manière tout à fait naturelle, en fait, c'est un projet après l'autre. On passe nos journées tous les deux au final, donc du coup on parle de ce qu'on a envie de faire et on se donne des conseils, enfin c'est une relation fusionnelle qui donne lieu à des... Ça fait naître des choses, ouais. Mais enfin c'est vraiment, c'est vraiment, il y a des choses qui sortent de manière intermittente. Alors après pour L'été des charognes, Capucine avait beaucoup travaillé avec moi aussi, mais elle était moins impliquée dans l'histoire qui m'était plus personnelle. Et là pour celui-là, on a vraiment tout pris en amont ensemble. On a fait un peu le bilan d'un an que j'avais passé moi tout seul dans la littérature. Est-ce que c'était ça que je voulais continuer à faire comme ça? Est-ce qu'on ne pouvait pas inventer des nouvelles choses qui nous ressemblaient plus? Et donc du coup on a construit Nino vraiment ensemble dès le départ, quoi. Et ça part quand même de ce qu'on a vécu. Donc c'était. C'était intéressant de confronter en fait. Ouais, nos deux points de vue sur cette histoire-là, et sur cette période-là. Et avec Nino dans la nuit, vous êtes passé d'un univers plus rural à la ville, au monde urbain. Ouais, une année de campagne, ça m'a suffi. Je me suis dit, je vais faire avec Capucine tout de suite. On s'est dit non. Mais déjà, c'est venu assez naturellement, mais oui, il y avait aussi de pas vouloir être associé à quelque chose, parce que j'ai mangé tout seul pendant 1 an et demi des territoires périurbains, etc. Et là, vous avez grandi dans la région de la Montagne Noire, et le premier roman parle de cet univers rural, et vos photos aussi, Capucine, à ce moment-là. Donc vous avez beaucoup posé de questions sur ce monde-là. Mais c'est-à-dire que ça correspondait... Enfin là, je traitais vraiment de l'enfance qui était beaucoup plus éloignée. Et en fait, déjà, à partir du moment où L'été des charognes est sorti, j'avais plus du tout envie de parler de ça. Nino, on l'avait déjà en tête, on était déjà connectés sur ce qu'on présente maintenant. Et du coup, on est vraiment content de pouvoir le faire, quoi. Ouais. Et la nuit, c'est arrivé. L'univers de la nuit, c'est arrivé très vite. Ouais. Déjà, on a beaucoup vécu la nuit. Enfin, moi, j'ai beaucoup vécu la nuit. J'ai pas vu la lumière du soleil
pendant de longues périodes. Et c'est une ambiance qui s'est dessinée très vite. Et c'était cette idée de montrer que de mélanger une jeunesse qui est précaire, mais qui est aussi hyper fêtarde et qui va chercher, je sais pas trop quoi dans ces espaces-là, mais le bonheur qu'elle trouve pas dans son quotidien, elle va essayer de le chercher dans les paradis artificiels. Ça, c'est... Et puis une manière de forcer l'oubli aussi, quoi. De zapper des étapes qu'on veut zapper, de zapper des choses qu'on veut pas se souvenir. Enfin, au moins pendant un temps d'arriver à mettre le cerveau de côté. Je pense que c'est un peu ce qui se passe pour Nino, Lalé et leurs potes. C'est vraiment c'est une histoire de pression, quoi. Puis ça fait un beau décor. Blandine Rinkel, le livre de Catastrophe, La nuit est encore jeune, est sorti il y a 1 an à peu près. C'est aussi le nom de l'album. Et vous l'aviez dédié aux nuits. Est-ce que ça fait écho à ce que vient de dire Simon Johannin ? Ouais, surtout l'idée que la nuit, on comprend pas, on comprend moins, on croit pas avoir compris. Et on fait d'abord les expériences, en fait, avant de les intellectualiser, avant de les idéologiser. C'est d'ailleurs le premier titre du disque, La nuit incompréhensible. Et je crois que c'est dans Catastrophe, c'est ça qui nous excite beaucoup dans l'idée de la nuit, ou disons que l'idée que la nuit a à nous transmettre, c'est que c'est bien parfois de pas comprendre, quoi. D'y aller, de prendre des risques, de pas savoir ce qui se passe, et on le comprendra plus tard. Mais ouais. Simon Johannin, la nuit, elle est incompréhensible, celle de Nino ? Je sais pas si elle est incompréhensible. En tout cas, c'est sûr que des fois, il comprend pas ce qui se passe. Ça, c'est clair. Il y a une volonté de se mettre en l'air, quoi, de vraiment s'éclater, dans le sens plus négatif que positif, je dirais, le concernant et les concernant. Mais en tout cas, je pense que comme il y a une certaine noirceur qui les accompagne, il y a une énergie, quelque chose qui sort de tout ça aussi avec la musique techno, et il y a une espèce de reconnaissance qui se fait entre eux et les endroits où ils gravitent. Mais ouais, je pense que le but, c'est vraiment pas de chercher à comprendre, c'est d'arriver à faire la césure entre la semaine et le week-end, et de profiter des moments qu'ils ont en collectif pour faire ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils ont de mieux à faire selon eux, quoi. On avait constaté qu'on avait besoin de donner, mais de manière très précise, aux jeunes légionnaires, un cadre de référence morale. Donc il fallait certains arriver sans avoir la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal. Voilà, c'est dû à différentes raisons. Nous, on était au bout de la chaîne et on faisait le constat. Et on s'est aperçu qu'il fallait leur expliquer clairement, ça c'est bien, ça c'est mal. Donc c'est pour ça que le code d'honneur, il commence par quelques rappels de principes de base. Chaque légionnaire est ton frère d'armes. Quelle que soit sa nationalité, sa race, sa religion, tu lui manifestes toujours la solidarité étroite qui doit unir les membres d'une même famille. Bon, ça c'est l'article 2, c'est évident que dans une société comme la nôtre, et on ne fait pas de distinguo selon les origines, la race, ça mérite d'être rappelé quand même. C'est le préambule. Ensuite, il y a quelques principes qui valent pour la vie quotidienne, pour l'élégance de la tenue, la propreté du quartier, la propreté de soi-même. Et c'est comme ça qu'on va donner le sens les repères de savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Il y a par exemple une tradition vestimentaire à la Légion étrangère, c'est les plis sur la chemise. Donc un légionnaire, avant d'apprendre à tirer, de se servir de son arme, il va apprendre à se servir d'un fer à repasser. Alors ça peut paraître paradoxal comme méthode, mais bon, d'abord, il est prévu que la chemise porte les plis réglementaires. Bon, c'est comme ça a été fixé pour toute la Légion, c'est pareil. Et on va apprendre aux légionnaires à faire les plis. Un pli, il est bien fait ou il n'est pas bien fait, ça se voit, c'est bien ou mal. Et c'est un devoir, je pense, pour le chef, de faire en sorte que son subordonné n'ait pas de questions métaphysiques à se poser. Donc les problèmes, c'est le chef qui se les pose, mais il donne des ordres clairs et simples à ses légionnaires. Capucine et Simon Johannin, dans le roman Nino dans la nuit, avant d'entrer dans la nuit dans la ville, ça commence par la Légion, ou en tout cas la tentative de Nino d'entrer dans la Légion, et il débarque dans cet univers très autoritaire et très mélangé. Il est un des seuls
français qui est là. Et ça commence par pas mal d'angoisses très contemporaines. Il parle tout de suite de vouloir être utile en cas d'attentat dans son pays. On parle de racisme très vite, parce que forcément, il y a des gens qui viennent de pays très différents. Et il y a un autre Français qui dit qu'il est au milieu de la jungle, qu'il est le seul du cru. Pourquoi ça commence en immersion dans toutes ces angoisses-là ? Je pense que je vais pas dévoiler ce qui se passe, enfin la raison de pourquoi Nino atterrit un jour dans un centre de recrutement de la Légion étrangère. Mais disons que pour nous, c'était une manière de commencer, avant de commencer le récit de nos personnages, de montrer que ils faisaient partie d'un contexte plus global et que il y avait toujours quelque part plus malheureux. Enfin que voilà, Nino, l'expérience qu'il fait à la Légion, c'est de se rendre compte que malgré toutes ces galères, il tombe au milieu d'un sacré merdier, quoi. Que ceux qui sont là à côté de lui arrivent d'un peu partout dans le monde et ont vraiment rien à bouffer. Enfin, qu'il est quand même d'une certaine manière privilégié, ouais, malgré. En tout cas, c'est d'autres guerres, d'autres douleurs dont il se sent assez loin. Assez loin. Oui, c'est vraiment le constat qu'il fait sur le monde, se dire que effectivement, ces problèmes ont l'air bien futiles à côté de ceux de ses camarades d'ex-Yougoslavie ou d'Afghanistan ou voilà d'un peu partout dans le monde. Mais c'était aussi un sacré trip en fait à écrire, tout simplement, parce que les légionnaires sont quand même des sacrés rois de la punchline. Et il y avait un côté, en fait, là on entendait dans l'extrait où il y a des choses qui sont très assumées à la Légion, où on n'a pas peur de parler de race par exemple, de dire qu'il n'y a pas de distinction de race, plutôt que de cacher le mot pour cacher les problèmes, comme on a tendance à le faire dans le reste de la société. Et c'est ce côté très à part, c'est-à-dire qu'il y a une justice qui est à part, des codes qui sont à part, tout est à part. Et c'est cette espèce de... Nino, il va un peu garder ce code d'honneur dans sa tête. Moi, j'ai aussi poncé pas mal d'archives au moment de l'écriture avec Capucine, et j'ai retenu une phrase d'un adjudant qui disait je préfère un voyou qui a une âme à un saint qui n'en a pas. Quand on lui demandait, mais oui, la Légion étrangère, effectivement, c'est beaucoup de repris de justice, etc. Ce qui, à l'heure actuelle, de ce que je sais, n'est plus tellement vrai. C'est surtout une question économique, en fait. Ce qu'on m'a dit sur le terrain, c'est qu'il y a une crise économique en Hongrie. On va avoir des Hongrois de 20 ans qui vont débarquer dans les 2 mois, à pied, à cheval ou par n'importe quel moyen pour pouvoir toucher un SMIC avec un fusil, quoi. Mais il y a quand même un esprit rebelle qui est assez intéressant. Et une tenue vestimentaire qui est effectivement très soignée, quoi. Et un rapport aussi à l'expression et à la langue qui est particulier, et à l'espace d'expression qu'on a. Là, on n'entendait pas de questions métaphysiques, évidemment. Mais on n'est pas là pour réfléchir non plus. Mais en tout cas, ça commence par ces ordres, cette autorité, c'est en majuscule, c'est très fort, et on peut répondre que compris. Ouais. Et ce qui était intéressant pour nous aussi, c'était d'après développer dans le monde du travail, qui est développé plus tard dans le livre, en fait, de montrer que les rapports de pouvoir peuvent être à peu près les mêmes. En tout cas, les mécanismes se ressemblent beaucoup, et que effectivement, on peut se faire parler, parce que la Légion, il n'y a pas de limite. Après, c'est quand même des gens qui sont entraînés pour aller au combat, et c'est ceux qu'on envoie en premier généralement, et qui sont sur tous les théâtres d'opération. Donc, il y a quelque chose de très dur. Mais dans le monde du travail, qui est censé être quand même aller avec une législation quand même plus souple qu'à l'armée, quoi. On peut se retrouver aussi dans des situations où les gens ont un peu l'impression d'être des chefs de guerre, quoi. En tout cas, on a l'impression que, en effet, quand il se retrouve dans un supermarché ou dans plusieurs situations de travail, il a intégré le fait qu'il fallait dire compris, et que c'est toujours le même rapport, en tout cas d'autorité et de langage aussi. Tout à fait, ouais. On vit dans un monde qui nous pousse pas forcément à réfléchir, et qui on se demande pas plus beaucoup pourquoi. Au final, on fait tous un peu des études, les écoles. Après, on doit avoir un travail, gagner un salaire. Je sais pas, peut-être on pourrait se mettre à se demander, avec la robotisation de la société, tout ça, il y a plein de petits boulots qui vont plus être nécessaires. Se dire, ok, bon, on met un peu les choses sur la table. À quoi ça sert? C'est quoi le sens de la vie? Est-ce qu'on est tous obligés de travailler? Est-ce qu'on est tous... Puis surtout à une époque où les beaux métiers disparaissent, quoi. Là, j'écoutais une interview il y a pas longtemps du dernier gardien de phare retraité, et c'est un métier qui a dû faire rêver des milliers de gamins comme conducteur de train. Mais aujourd'hui, même les trains sont moches, quoi. Donc je sais pas s'il y a la même poésie à conduire un train. Et je me dis, je vois avec
des gens plus jeunes que je fréquente, qu'on croise, est-ce que, je sais pas, être community manager d'une marque de soupe, c'est un métier d'avenir, quoi. C'est ça, les métiers qu'on nous propose aujourd'hui, et les personnages qu'on met en scène, ils refusent en bloc. Ils refusent en bloc cette situation, ils préfèrent crever que faire ce genre de choses. Et c'était assez intéressant de juste partir de ces personnages sans, parce que c'est pas des intellectuels du tout, ils sont pas équipés à ce niveau-là, mais juste ils arrivent à cerner ce qu'ils veulent pas, et c'est déjà un premier pas. Enfin, c'est déjà un danger en fait pour les systèmes en place. On leur fait bien comprendre que c'est un truc qu'il faut pas faire, quoi. Et en parlant de travail, quand Lalé, l'amoureuse de Nino, trouve quelque chose, elle dit c'est en attendant. Et ouais. Tout est un peu en attendant. Ouais. Et on se demande ce qu'on attend. On comprend qu'en effet on attend mieux, on attend autre chose, on n'attend pas ça. Mais c'est assez fort de penser que tout ce qu'ils peuvent trouver pour le moment, c'est que en attendant. Mais ça fait des vies en attendant, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut attendre 10 ans, 15 ans comme ça, et je pense qu'il y en a qui arrivent assez rapidement à se dire qu'ils ont passé trop de temps à attendre, et puis c'est aussi une manière au quotidien pour eux de tenir le coup, tout simplement, de se dire de pas. Qu'il y aura mieux après. C'est ça, tout simplement. Vous parliez des petits boulots qu'on nous propose, community manager, ces choses qui font pas forcément rêver. À un moment donné, ils se demandent, mais s'il y a pas de travail, peut-être qu'il faut aller ailleurs, peut-être qu'il faut changer de paysage, peut-être qu'il faut retrouver un jardin, planter des framboises, complètement changer de décor. Ouais, et puis je sais même pas s'il y croit vraiment, c'est juste qu'ils sont complètement paumés, quoi. Ils sont complètement perdus dans tout ce qu'on leur propose. D'ailleurs, au moment où il parle avec Malik, qui est le troisième personnage du trio, et Malik lui répond, mais t'as pas l'air en forme quand tu me parles de planter des framboises, t'es sûr que ça va, tu vois, c'est pas vraiment toi. Et c'est joué entre un vrai refus de valeurs qui ne leur conviennent pas, et en même temps gérer une culpabilité que ça génère, parce que forcément on est toujours renvoyé à un tort qui est fait, mais en fait quitter pour pas aller faire ce que tout le monde fait. Comment tu peux refuser des choses que d'autres personnes traversent sans problème, ou même se battent pour avoir, etc. Et du coup ils sont toujours en train de se demander s'ils ont tort ou s'ils ont raison avec tout ça, quoi. Blandine Rinkel, dans le livre de Catastrophe, La nuit est encore jeune, il y avait en tout cas ce point de départ qui était on part des cendres, on part de l'impasse, qui est aussi un peu le départ de Nino, avant de rentrer dans la nuit, avant de rentrer dans cet espace-là de reconstruction ou d'autres mondes possibles. Est-ce que cette idée du travail, comment y échapper, et comment échapper à ces petits boulots qui ressemble plus du tout à ce qu'on avait en tête avant, c'était aussi présent? Est-ce que c'est quelque chose d'important dans la génération dont vous parlez, dans la vôtre? Oui. Et comment on échappe à ça? En essayant de se désétouffer. J'ai l'impression qu'il y a un grand mouvement d'étouffement qui est en marche, qui est en vigueur, peut-être en éteignant certains médias, ou en essayant d'aller respirer, de trouver là où on peut respirer. Et c'est vrai que c'est à chacun son oxygène, quoi. Apparemment, Nino, ce serait la nuit ou certaines fêtes, mais il y a d'autres oxygènes possibles. Mais oui, moi j'ai une sensation d'étouffement des possibles. C'est-à-dire que je pense pas que quiconque n'ait rien à faire dans ce monde, alors qu'on a l'impression qu'il y a comme si on avait des talents, des talents ou des envies qui n'arrivaient pas à trouver leur emploi concret, leur utilisation possible, comme si l'époque ne pouvait pas métaboliser certains désirs, certaines envies. Est-ce qu'on peut lire un extrait de Nino dans la nuit, ouais. Simon Johannin? On est à Paris ici, pas là où ça pourrait mieux se passer. Ça fait du temps que je suis là maintenant, et dès le début j'ai marché. J'ai marché et encore marché. Je suis passé du Paris où il y a de la place pour rien à celui où il y en a trop pour tout. Des trottoirs trop grands, des immeubles trop larges, des voitures trop grosses. Rien à faire, ça suffit pas pour remplir tout le vide que les riches d'ici installent autour d'eux. C'est le vide de l'oseille où tout s'endort sur des bourrelets de soie, des morceaux de chrome aux lèvres et la bite à la main. C'est comme partout, il y a que le décor qui change. J'aime pas ces endroits, on s'y ennuie trop. Et pour voler, c'est pas pratique, trop de méfiance entoure les coins où le train de la vie est grand. J'ai continué de marcher parce qu'il y a que ça à faire dans les villes, et Paris encore plus, marcher sur les boulevards et sur les ponts. Alors j'ai marché, ça va vite de traverser Paris en marchant.
Ça fait glisser tout le décor de l'histoire, et puis les eaux et même le ciel se tirent vite en arrière petit à petit. Il y a tout le monde qui me tourne autour. Quand je traverse la Seine, c'est ça Paris, on est en haut de la boule. Je me disais, t'es fatigué Nino, tu devrais faire une pause parce que tu penses avec le cerveau dans l'abruti, mais pas de stop pour les jambes qui savent que si on veut aller plus loin, il faut pas ralentir. Alors j'ai marché. Et pour la première fois, je suis passé sous le pont qui sépare les deux mondes, mais je savais pas. Non, je savais pas que la merde de pigeons en quantité étonnante marque ici de son saut sacré le trottoir, exactement là où on glisse d'une dimension à l'autre. Tout ça, je l'ai découvert après, plus tard, quand j'ai enfin eu le temps de regarder autour de moi. À force de passer de l'une à l'autre, j'ai fini par la voir, la différence. Mais au début, j'ai marché, j'ai presque pas vu les pigeons, ni les ordures cramées, ni le camion sans moteur et les autres épaves un peu partout qui montent ici la garde à l'entrée de la banlieue. On parlait de la nuit, Capucine et Simon Joannin, comme d'un autre espace-temps aussi. Il y a un rapport au temps qui est très dur aussi, de jamais ralentir, de pas s'arrêter, de pas pouvoir prendre le temps ou avoir du temps perdu. Ouais, bah déjà il faut de l'espace pour arriver à prendre le temps. Il faut des endroits où on peut se retrouver pour le faire. Et c'est vrai que chez eux. Ils essayent vraiment de garder la tête hors de l'eau, donc si tu t'arrêtes, tu coules. Quoi. Ouais, c'est ça. On commence à réfléchir, à se poser des questions, et à un moment donné où effectivement le cerveau se met en mode militaire et il n'y a pas d'adjudant au-dessus, mais on réfléchit pareil, c'est-à-dire qu'on réfléchit pas beaucoup, quoi, parce que tout simplement, si on se met à gamberger, c'est pas bon, comme l'a dit un des camarades de Nino à la Légion. Si tu penses au passé, c'est pas bon. Si tu commences à gamberger, c'est pas bon. T'avances, tu files droit et tu baisses les oreilles tac-tac pour apprendre l'expression de son camarade. Je crois que dans votre livre de catastrophe, Blandine Rinkel, vous parliez aussi de l'accélération du temps et vous disiez que l'accélération de notre diction depuis les années 2000, c'est le nombre de mots prononcés par minute qui s'est accru de 8%. Ouais. Comme si j'ai pas fait cette étude, mais oui, en effet, on a lu ça et c'est vrai qu'on le sent et que d'ailleurs le fait de nous, dans notre cas, le fait de faire de la musique, c'est aussi une manière de pouvoir à un moment créer un rythme commun, enfin se dire tiens, on va ralentir ou on va être dérythmé, mais ensemble, à plusieurs, on va pas être obligé de foncer toujours avec le même rythme. Enfin, c'est voir un rythme autre, essayer d'expérimenter à plusieurs, c'est un peu ça une des fonctions de la musique, peut-être. Dans la dernière vidéo que vous avez faite avec Catastrophe, vous avez organisé des échanges de secrets. Tout à fait, dans un hangar, d'ailleurs, qui était un peu, qui était assez vague, assez grand. Ouais, on a essayé de réunir des gens qui ne se connaissaient pas. Ce n'était pas une mince affaire de trouver des gens qui vraiment ne se connaissent pas, où on essayait de vérifier que ce sont des parfaits inconnus les uns pour les autres. Et à Paris, c'est pas si évident que ça, en fait. Et bon, et on les a réunis et on leur avait demandé de venir avec un secret en tête. Et dans une sorte de cabine, ils se sont échangés ces secrets, suivant tout un protocole qui faisait que vraiment ils se parlaient pas avant. Et on a essayé d'avoir leur regard au moment où c'était écrit sur des petits bouts de papier, au moment où on lit un secret. Je n'ai aucune idée des secrets qui ont été échangés, mais j'ai l'impression que ça a été assez dense, parce qu'il y avait des réactions assez fortes, et puis surtout des relations qui se sont créées très vite entre inconnus. Et c'était une belle journée. Et les secrets sont restés secrets. On a tout brûlé après, ouais. Ouais, on s'est dit que c'était nul si on commençait un secret qui se divulgue à plus d'une personne, mérite pas ce nom-là, quoi. Donc, on a tout brûlé. J'avoue, putain, mec, c'est toujours avec ta cam, ni ton portable, tu te casses les couilles. De ouf, mec, un peu de vie privée, merde. Surtout on saura jamais ce que t'en fais, quoi. C'est ça, mec, on les voit pas les vidéos. Ouais. Ça, mec. El Kemé, il fait des bails. Tu sais, je suis sûr, en fait, dans son PC, genre, il a un dossier pour chaque personne. Ouais. C'est genre, dès qu'il veut niquer quelqu'un, il sort, tu sais. Après, il a un gros dossier Guillaume, ouais, mon pote. Ça. T'es fiché dessus et tout. Il y a des grosses photos de nous en soirée et tout, genre grave critique. Ah ouais. T'es un ouf. Et quoi? Tu veux baiser ce soir? T'es sérieux? Ouais. J'aimerais bien, mais je peux pas. Faut que Mani, tu aurais. Bon, franchement, c'est mort. Je peux pas.
C'était un extrait d'un film de Larry Clark, The Smell of Us, qu'il avait filmé à Paris. Capucine et Simon Johannin, de quelles images vous vous êtes inspirés en écrivant Nino ? On avait les films de Greg Araki, Harmony Korine, ou Larry Clark aussi. Enfin, tout ce qu'on aimait quand on avait à peu près l'âge des personnages, en fait. Donc, c'est Gaspard Noé aussi beaucoup. Ouais, Gaspard Noé. Et les photos, parce que vous avez une pratique de la photo, Capucine Johannin, quotidienne. Enfin, en tout cas, vous faites des photos et vous, d'ailleurs, vous prenez beaucoup Simon en photo. C'est ma muse. C'est plus dans ce sens-là que ça se passe, effectivement. Vous avez une collection maintenant de photos de Simon depuis quelques années. Une belle grosse collection, mais j'espère l'étendre. Mais j'aime le travail de photographes comme Saliman qui photographie beaucoup leur famille, leurs proches, leurs amis. Donc ouais, pour moi, c'est... Ouais. Moi, je prends aussi souvent des images avec mon téléphone qui me servent de prise de notes. Je fais des carnets de notes, j'ai des carnets pour écrire et j'ai des dossiers de photos. Pour moi, c'est vraiment interchangeable, équivalent. C'est deux manières de prendre des notes. Donc c'est vrai que c'est un livre qui est plus nourri limite de références visuelles que de références littéraires à proprement parler, parce que c'est ultra contemporain en fait comme texte. Alors on peut trouver des échos avec des choses qui ont été faites avant, mais on se sent pas spécialement dans la continuité d'une histoire littéraire. On cherche pas à se positionner avec tout ça. On a juste fait un livre à notre manière, je pense. Et c'est vrai qu'il est beaucoup plus nourri d'images et de sons, et que ce soit nos images, nos sons, ou alors des œuvres d'autres personnes que puiser directement dans d'autres livres, ou connecter spécialement à d'autres livres. Et de vos nuits à vous aussi, parce que vous disiez que vous aviez beaucoup vécu la nuit. Ouais, bah oui, forcément, il y a beaucoup de choses. C'est un livre qui est très réel à bien des égards. C'est pas du tout c'est un roman, mais effectivement, on n'a pas eu à inventer grand-chose. Le travail, c'était plutôt d'arriver à faire une sélection et trouver une justesse entre ce dont on voulait parler et trouver les bons éléments pour le dire, voilà, dans nos vécus, dans le vécu des gens qui nous entourent, et voilà qu'est-ce qui se dessine à la lumière de ces petites étoiles, quoi, et voilà, qu'est-ce que ça éclaire, quelle lumière ça donne sur ce qu'on écrit. Mais c'est vrai, quoi, on avait une volonté de faire quelque chose quand même de très réel, quoi. Je crois, Simon Johannin, qu'un jour vous disiez peut-être que le vrai problème, c'est l'absence de place qu'on fait aux fous. Pourquoi ? Ça devait être un soir tard sur France Culture. Oui, alors c'est vrai. Enfin, en tout cas, je pense que oui, j'avais dit ça parce que j'avais vu un documentaire. Bon, j'ai oublié le titre, mais qui se passait à Sienne en Italie, où le système italien de prise en charge de la folie et de la maladie mentale est complètement différent, parce qu'il n'y a pas d'asile d'aliénés. Voilà, c'est pas du tout comme en France où on enferme et où on empoisonne. Enfin voilà, on intoxique les gens avec des médicaments. Là-bas, il y a quelque chose de beaucoup plus normal avec ça, où les gens qui sont un peu différents ou qui ont le cerveau un peu foutu à l'envers peuvent aller commander un café au bar, même si ça peut durer 30 minutes de négociation. Mais en tout cas, ça a instauré un truc qui m'avait marqué dans l'espace public. Effectivement, ça a changé complètement les rapports, et il y avait des champs de possibles, des libertés, en tout cas de l'imprévisible qui était à portée de main tout le temps, partout, en chaque situation. Il y avait plein de personnes qui se faisaient déstabiliser continuellement, et j'avais trouvé ça assez intéressant. Et c'est vrai que il y a peu de place, je trouve, pour ce qui sort un petit peu de l'ordinaire et la différence, sans parler spécialement de folie, mais je trouve qu'on est dans un pays qui vend beaucoup une liberté et un état d'esprit ouvert, mais qui à bien des égards est très conservateur et tolère les gens que s'ils ne restent à l'endroit où on a décidé que c'était bien pour eux, quoi. Et c'est là ce qui nous a, enfin, ce qui est connecté avec le livre là-dessus, c'est que c'est quand même des personnages qui sont marginaux, qui n'ont pas spécialement choisi d'être marginaux, mais qui, tout simplement par leur manière de penser, ou parfois par leurs identités, ou même simplement leur manière de se vêtir à certains moments, se retrouvent en porte-à-faux avec un monde qui ne les comprend pas et pour lesquels ils sont pas productifs. Donc à partir du moment où ils sont pas productifs, ils deviennent une espèce de parasite, quoi. Et je pense que voilà, il y a plus d'honneur parfois à être un parasite qu'à être un rouage efficace dans le monde qui est un peu sclérosé. Est-ce que vous pouvez lire, Simon Johannin, le début de ces paroles-là que j'ai imprimées? Vous allez reconnaître très très vite de quoi il s'agit. Oui, je peux faire ça. Qui
seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire et Dieu sait. Si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalises. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi ces finesses tactiques, toutes ces femmes origines qui féminisent vos guises, sous prétexte d'être le messie fidèle de ce cher modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. C'est bon pour vous? C'est un morceau d'Eddie de Pretto, vous aviez créé un texte sur lui, vous l'aviez rencontré. Mais cette question de la virilité, elle traverse aussi le livre. Ouais, alors c'est un truc qu'on... C'est vrai que Nino, il a un peu ce côté-là où c'est vraiment un garçon très doux, mais par la force des choses, il se retrouve à devoir commettre certains actes de violence, et qui vont un peu le bouffer d'ailleurs. Mais voilà, lui, il est un peu... Enfin, au final, les personnages les plus virils du livre sont peut-être pas ceux auxquels on s'attend, quoi. Et lui, il est plutôt d'un caractère soumis, en fait. Il est toujours en train de demander à son entourage qu'est-ce qu'il faut faire, comment il peut avancer, qu'est-ce qu'il peut faire pour... Voilà, et en fait, il se laisse un petit peu entraîner par les autres. Et Lalé, sa copine, qu'on entend moins parler forcément, parce que le livre est écrit à la première personne dans sa tête, elle va être beaucoup plus endurante, en fait, et dans un rapport beaucoup plus dur à la réalité. Oui, je crois que c'est un des thèmes principaux de ce livre. Les gens sont enfermés dans une situation de laquelle ils ne peuvent pas s'échapper. Ils n'arrivent pas à sortir du trou. Je me suis senti comme ça moi-même pendant un grand nombre d'années. Oui. Moi, j'étais enfermé dans ce petit patelin appelé Knock'em Stiff, dont je voulais absolument m'échapper, et j'ai jamais réussi parce que je vis toujours dans la même région aujourd'hui. J'ai grandi avec beaucoup de gens qui se sentaient de la même manière et qui habitent toujours le même patelin. J'ai travaillé avec un certain nombre d'hommes à l'usine à papier qui ont commencé à travailler là-bas, qui se sont dit « je travaille quelques années là-bas, puis je ferai autre chose de ma vie ». Puis 30, 40 ans plus tard, ils y sont toujours. Et puis ça continue comme ça. Vous avez reconnu Simon Johannin, la voix de l'auteur américain Donald Ray Pollock. Qu'est-ce qui, dans son histoire et son écriture, a fait écho à votre histoire et votre écriture? Je sais pas s'il y a vraiment eu un écho, parce que là, c'est quand même le sud profond des États-Unis, c'est pas le sud profond de la France. Je pense que c'est encore un autre délire. Mais il y avait un truc. Nous avec Capucine, on aime beaucoup. On est très True Detective, genre de choses. Plus c'est trash et glauque et compliqué, et plus ça a tendance à nous plaire. Et c'est vrai que Donald Ray Pollock, il avait en tout cas dans son... Moi j'ai lu ses deux premiers livres, Knock'em Stiff et le Diable tout le temps. Mais j'ai préféré le recueil de nouvelles, le premier. Il y avait vraiment un truc qui était sans concession et je sais pas, avec des personnages qui me plaisent tout simplement, quoi. C'est des histoires de cramés et racontées d'une manière, par quelqu'un qui a aussi une vie de cramé, quoi. Et donc moi j'aime bien quand il y a une authenticité comme ça. Que nous, c'est ce qu'on essaye de faire, de parler de ce qu'on connaît sans essayer de prendre en charge des choses qui nous dépassent, et voilà, de rester dans notre domaine de compétences, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Et ouais, lui, il était très fort, quoi. Cette question assez forte qu'il pose aussi, c'est comment ton lieu, là où tu grandis, là où tu es, détermine aussi ta vie d'adulte. Il y a un déterminisme social, en fonction de là où on grandit, c'est clair. C'est clair, parce qu'il y a... nous, on habite en banlieue proche, on voit, entre passer d'un quartier à l'autre, de notre ville au quartier de Paris le plus proche, etc. Il y a quand même, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même regard qui sont portés sur les gens. C'est qu'il y a et puis comme il le dit très bien, il y a des vortex, quoi. Il y a des endroits où tu peux tourner pour essayer d'en sortir. C'est hyper compliqué, quoi. Alors à quoi ça tient? C'est ça qui est un peu fou, parce que je sais pas trop. Parce que les lieux sont aussi des personnages de vos livres. Ouais, la ville, c'est vraiment un des personnages de Nino dans La Nuit. Et c'est parler de la ville, c'était parler et toujours avec son regard à lui qui est sans, qui a un regard de jeune ado de 19 ans, qui a autre chose à faire que trop réfléchir, parce qu'il est trop occupé à aimer ou à voler ou à
à se défoncer ou à faire ce qui l'occupe au quotidien, mais il a un sens de l'observation qui fait qu'il note des choses. Et voilà, il note comment on passe d'une ville à l'autre, qu'est-ce qui fait que d'un coup les immeubles deviennent pourris, qu'est-ce qui fait que là il y a des objets avec lesquels on peut se blesser, qu'est-ce qui fait que dans telle rue effectivement si un gamin se casse la gueule, c'est pas la même que s'il se casse la gueule dans 6e parce qu'il va tomber sur des bouts de verre. Et plein de choses comme ça qui sont des choses que moi qu'on observe tous les deux. Mais pour lui, c'est vrai. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, au final, on est beaucoup dans la rue, quoi. On n'a pas de quoi pour se déplacer. Il zone, et quand on zone, on voit plein de choses. J'ai pas mal zoné, tous les personnages qui croisent, quand il va faire les poubelles, etc. Tout d'un coup, en fait, c'est ça qui est intéressant et qui est très glauque aussi avec la rue, c'est que quand on y passe du temps, il y a toute une espèce de marasme qui remonte d'un coup. On voit des gueules qu'on n'avait pas vraiment vues, on voit des destins. Puis à Paris banlieue, c'est complètement dingue parce que c'est plein de zones de non-lieu, c'est plein de bretelles d'autoroute. Il y a des gens qui campent, il y a plein d'endroits qui sont vraiment, c'est des portes de l'enfer pour moi, quoi. C'est inhospitalier au possible et il y a quand même, plein de gens qui se l'approprient et qui vivent là-dedans tous les jours. Et je ne sais même pas s'ils se posent la question de savoir si c'est horrible ou pas, ils font avec. Et Nino, il essaye de traverser tout ça, quoi. Et le décor d'un prochain projet d'écriture, vous le connaissez déjà ou pas? Capucine et Simon Joannin. La Belgique. Ouais, ça risque de se passer vers nos cousins du Nord. Ouais. Il y a déjà ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà un petit passage dans Nino qui concerne la Belgique, vu que il se retrouve à une circonstance que je vais pas décrire, à devoir faire un aller-retour, entre Paris et Bruxelles, donc dans un contexte de post-attentat hyper sécuritaire, très angoissant, ce qui est pas l'idéal pour lui, étant donné ce qu'il a à faire là-bas, que je ne décrirai pas. Mais on a beaucoup de choses sur la Belgique, et puis Bruxelles c'est une ville hyper intéressante, qui a l'air très village comme ça, mais quand on y traîne beaucoup, j'ai beaucoup traîné de la nuit, et il y a des espaces et une violence qui est beaucoup plus diffuse, mais qui est beaucoup plus organisée aussi, et donc c'est vraiment une ville où on peut se retrouver à 4h du matin entre un bandit et un banquier, quoi. Ça se passe vraiment comme ça. Au fond d'un vieux rad qui fait club de striptease le vendredi soir, dont on a poussé la porte parce c'est à côté de l'école et qu'on va y boire des bières à 2€ la journée, mais un claquement de doigts, ça devient notre espace-temps. Et donc on avait beaucoup écrit sur Bruxelles, on a trop écrit sur Bruxelles. Ouais. Et du coup on s'est dit on a presque un autre livre avec ce qui n'est pas dans Nino, mais on sait déjà à peu près ce qu'on va faire effectivement. Ouais. Et encore à 4 mains, ensemble. Ouais, mais je pense que de toute façon on va voir. Même là on est en train de développer d'autres choses à côté, qui sont pas encore vraiment en route, dont on parlera pas. Mais enfin moi ce qui m'intéresse avec l'écriture et les autres médiums, c'est vraiment plus l'aventure collective que de développer une pensée ou d'avoir un discours construit, etc. C'est vraiment plus qu'est-ce qu'on peut faire à plusieurs en mutualisant des compétences, quoi. On a chacun des forces, donc quand on s'allie tous les deux. C'est pas un livre que j'aurais pu faire tout seul, à aucun égard. C'est ça. Parce qu'on m'a dit, mais pourquoi t'as pas fait un livre toute seule? Mais c'est juste que... Les gens comprennent pas, en fait, pourquoi on a écrit à deux, des fois, c'est assez... Je pense que c'est parce que c'est une question d'habitude, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans le paysage, et du coup moi j'ai écrit un livre tout seul avant, ça porte un peu à confusion, mais effectivement, même si au final, même si pour l'été des Charognes on a beaucoup travaillé à deux aussi, quoi.